Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. « 2019. Dans un monde où les chats ont pris le contrôle de la planète, l'espèce dominante n'est plus l'homme. Cependant, Mister Moustache gouverne en maître avec... Eh oh, c'est moi, Mister Moustache, pas cet abruti. Lui, c'est mon animal de compagnie. Un peu de respect, maître. Je te respecterai le jour où tu n'oublieras plus d'acheter mes croquettes préférées. Je suis navré, maître. En tout cas, il est temps pour moi de mettre en action mon plan diabolique, une vraie dictature félidrée. Oh oui, haha. Yaha, une seule police, la Catestapo. Diabolique, haha. Une seule émission de télévision qui diffusera en boucle des vidéos de chats mignons. Horribilis, haha. Et l'ouverture de bar à chat clandestin. Oh oui, je paye ma tournée. Tais-toi, abruti. Tu me hérisses les poils. Pardon, maître. Mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Ah oui, ouais. J'accorde l'ouverture de la saison 3 de l'émission VHS blablabla, visionnage hautement subjectif. Au poil. Miaou. Miaou. Et bienvenue dans cette saison 3 de VHS. Visionnage hautement subjectif. Et on est très content de vous retrouver. On vous souhaite surtout une belle année en ce mois de janvier. Et 2019. On a un invité, regardez notre premier invité. Il s'appelle Berlioz. Il s'appelle Berlioz. C'est un chat tranquillou. Et c'est un félin depuis de nombreuses années. Et effectivement. Référence Bernie. Bien joué. On remercie Axel du coup qui nous a amené son petit chat et qui était avec nous dans le sketch d'avant. Il n'est pas aussi méchant que vous ne le pensez. Oh. Vous inquiétez pas. Il est très gentil avec Thibaut aussi. Voilà. Tout va bien. Bon, et ben si ce chat est là avec nous, si on commence l'année au poil, pardon, je veux dire. C'est parce qu'on a pioché un thème pas piqué des hannetons, comme dirait certains. Ta blague a fini en queue de poisson. Ouais. Mais nous, on a choisi comme thème le mois dernier, donc Nos amis les bêtes. Et qu'est-ce que c'est un film Nos amis les bêtes? Bah oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Mathieu, ça, Nos amis les bêtes dans un film? Une petite définition, j'adore ça. Alors, un film Nos amis les bêtes, ce n'est pas comme Bernie où on parle de Momo le chat ou un film de John Woo avec les pigeons qui volent. C'est un film centré sur les animaux. Là, ce ne sont pas des prétextes, ce ne sont pas des figurants, c'est bien le thème central. Donc c'est là, si le personnage principal est l'animal, c'est un film... C'est un film, Nos amis les bêtes. Très bien. Estampillé comme ça. Très bien, très bien. Oh là là, qu'il est beau. Est-ce que tu as un truc à nous dire, Berlioz, pour lancer cette émission? Je veux des croquettes. Ouais, mais il y en a déjà eu plein pourtant. Bon, et bien en tout cas, on est parti pour une souris vivante. Pour analyser et critiquer du coup nos deux films sur Nos amis les bêtes. C'est parti. 3, 2... On commence par lequel? Bah je sais pas, par toi, par moi, on va voir. Ah, c'est la surprise de l'année. Hein, Berlioz? Eh ben c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. La sélection de Fabien. Et on va commencer avec mon film, Mathieu. Avec ton film. Et oui, on va encore parler toujours et animaux. Puisque ce petit film, c'est un petit film dans mon cœur d'enfant. Une VHS que je regardais plusieurs fois en boucle. C'est pour ça que tu as mis le pyjama de ton enfance aussi. Et j'ai mis mon petit pyjama d'enfance. Voilà, référence à Max et les Maximons, pour ceux qui avaient regardé notre émission. Eh oui. C'était sur quoi? Sur les films d'enfance, je crois. Les films d'enfance, oui, c'est ça. Effectivement. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va vous parler de deux chiens et d'un chat, puisqu'on va vous parler de L'Incroyable Voyage, un film sorti du coup en 93, réalisé, alors je ressens son nom parce qu'à chaque fois je me trompe, Duane Duham, et nom simple. Effectivement, et qui était une production Disney. Puisqu'effectivement, Disney produisait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui des petits films familiaux, on va dire live. C'était l'époque du Disney Club. Et il y avait donc les petits films. Donc voilà, donc il y a deux films, mais en tout cas je vais vous parler aujourd'hui du premier, L'Incroyable Voyage. Qu'est-ce que cela nous raconte? Eh bien on suit les aventures de trois animaux, donc deux chiens et un chat,
qui sont confiés par la famille qui les a à une amie proche, puisqu'ils doivent partir en vacances. Ils vont déménager. Ils vont déménager aussi, effectivement, et ils partent du coup repérer ça. Ils laissent les animaux du coup à une amie. Voilà. Sauf que ces animaux sont très attachés aux enfants. 3 enfants, 3 animaux, 3 âges différents, donc 3 degrés d'animaux et de maturité différentes, on va dire. Et j'ai envie de dire, même limite, puisque j'y avais jamais fait gaffe à l'époque, et en le revoyant aujourd'hui, le casting est plutôt surprenant. En tout cas, la voix française, puisque c'est Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier. Tout à fait. Et c'est sorti avant Les Visiteurs en France. Donc, mais après Opération Corned Beef, qui était leur première collaboration. Effectivement. Donc c'est un autre film avec Les Visiteurs, en tout cas au niveau de la voix. Donc c'est plutôt drôle de retrouver ces 3 voix sur ce film-là. Pourquoi je vous parle de ce film-là avant de te demander, Mathieu, toi tu en as pensé, puisque c'est une technique qui avait été utilisée à l'époque, puisqu'à l'époque le morphing n'existait pas vraiment. Non. Puisqu'en fait les animaux ici n'ont pas des simples pensées, ils ont la parole totalement, mais il n'y a aucun effet de bouche, ou en tout cas parler, quand ils disent des choses. Et encore aujourd'hui, ça marche. Et oui. Puisqu'ils ont dû galérer de ouf à filmer ces animaux en plein de situations différentes, avec plein d'expressions différentes. Nous, on a pu le voir avec le sketch qu'on vient de faire aujourd'hui, en tout cas. Mais ça marche très bien, puisque ils ont dû, en tout cas les dompteurs des animaux, ont dû, entre guillemets, en chier, puisque... ils ont même eu une plainte de la SPA, parce qu'ils ont perdu 3 chats. Ah ouais, la petite Sassy a été jouée par 4 acteurs ou 4 actrices, et donc il y en a 3 qui ont disparu. Effectivement, donc ils font une sorte de The Revenant, mais à 3 animaux en parcourant les pleins. C'est vrai qu'il y a un ours aussi dedans. Ouais, il y a aussi un ours, c'est un peu The Revenant des animaux. Non, mais en tout cas, ils parcourent plein de décors et plein d'endroits différents des États-Unis, en passant par la rivière, en passant par les montagnes, en passant par. Même si on reste donc dans l'environnement des Rocheuses. Effectivement. Ça, c'est cool. Donc voilà, j'ai envie d'en parler parce que c'est un film qui m'est plutôt attaché. Toi, Mathieu, est-ce que tu le connaissais? Non, moi je ne le connaissais pas. Alors moi aussi, je suis un enfant de Disney Club. Moi, c'était plus le dessin animé, je dois dire. Mais là, je ne connaissais pas. Je connaissais un petit peu le style. J'ai reconnu le style très vite, puisque justement, c'est un petit téléfilm, ça se voit. Mais c'est un téléfilm qui a conquis le cœur du public américain et même mondial, puisqu'il a fait 41 millions en 90, oui, je crois que c'est 90. Ouais. Donc à l'époque, c'était une sacrée bonne somme, surtout pour justement un petit téléfilm que je pense qu'il a dû être fait pour moins d'1 million de dollars. Et qui a bien assez marché pour en faire un deuxième, effectivement. Tout à fait. Qui est un peu moins bon pour l'avoir vu. Il y a le 3e qui devait sortir en 2005, mais finalement, il n'a pas eu lieu. Donc le film... alors, ce qui était assez rigolo, c'est que le réalisateur, c'est son premier long métrage, et avant, il a été monteur sur Le Retour de Jedi et Blue Velvet. Changement total de style. Totalement. Mais on voit quand même sa qualité de monteur, puisque justement, le film, s'il n'a pas des plans de ouf, est très fonctionnel. Et surtout, un montage qui fait que jamais on ne s'ennuie vraiment. Non, et puis on sent que c'est bizarre de dire ça, mais on sent qu'il y a quand même une alchimie entre les animaux qu'ils ont pu progresser, parce qu'en fait les animaux c'est con, mais ils sont toujours très justes, en tout cas dans la façon dont a été amenée l'approche. Alors je pense qu'ils avaient un script de base avec des situations, mais que les dialogues ont peut-être sans doute été écrits après, en fonction de comment les animaux réagissaient. Mais ils sont mis dans des situations qui font que effectivement c'est encore crédible totalement, et cet effet de voix off qui est une voix parlée au final marche très très bien. Attendrissant pour nos oreilles, puisqu'effectivement Jean Reno est la voix de la sagesse. Petit cœur aussi. Christian Clavier est la voix un petit peu de la folie, de la jeunesse. Folie, et puis Valérie Lemercier campe très bien ce chat aristocrate. Ce chat aristocrate, ouais. donc c'était plutôt original. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Moi j'aurais 2 trucs à dire en plus. Ouais. C'est un peu lié, mais donc ce film est un remake d'un film sorti en 1963 qui s'appelait L'Incroyable Randonnée. C'était The Incredible Journey en anglais, c'est le même titre pour ce film-là, pour Incroyable Aventure. Et L'Incroyable Voyage, pardon. Et il se trouve que ces films-là sont tirés d'un bouquin, donc The Incredible Journey, qui raconte un voyage par contre au Canada. Il est sorti donc en 61, si je ne m'abuse. Je ne savais pas que c'était un remake. Tu me l'apprends. Donc, en sachant que justement, le film original, lui avait une particularité, c'est que justement les animaux n'avaient pas la parole. Donc tout se passait justement donc du contemplatif. C'est du contemplatif. D'accord.
Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez comparer les deux styles. Effectivement. Bon, nous, on l'a vu en VF. Moi, je l'ai revu en VF parce que j'avais été attendri par la VF, mais à l'époque, le casting était quand même plutôt ça. On retrouve Robert Hayes, qui est quand même un acteur de seconde zone plutôt, mais qui est quand même plutôt connu aux États-Unis. Et en VO, on avait quand même les voix de Michael J. Fox, Sally Field et qui d'autre, et Don, j'ai perdu son nom, Don Alder, donc ils font toujours les voix de ces animaux. Donc on a quand même un casting qui était quand même plutôt pas mal aussi quand même pour l'époque, pour un simple téléfilm. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Regardez le 2 dans la foulée, et puis j'ai versé ma petite larmichette comme d'habitude à la fin du premier. Mais ouais. Parce que c'est tout mignon. Mais c'est tout mignon. Voilà. Avec un petit chat, deux petits chiens, c'est tout mignon. Très bien, et ben on passe à ton film Mathieu, effectivement. À tout de suite. La sélection de Mathieu. Et nous revoici sur le plateau pour parler du deuxième film, mon film Felidae de Michael Schaak, film d'animation allemand. Alors, je précise que je ne l'avais pas vu avant, c'est pas un film de mon enfance, c'est un film d'animation pour adultes, parce que c'est assez dérangeant. En tout cas, je sais que je ne mettrai pas un enfant devant pour pas qu'il ait trop de cauchemars. Donc, Felidae, de quoi ça parle? Comme le titre l'indique, ça parle de chat. C'est l'histoire de Francis, un chat qui emménage dans sa nouvelle maison, qui sent un petit peu les médicaments. Et la maison, pas le chat. Le chat, lui, par contre, est très intelligent. Il se balade dans ce quartier, il fait la rencontre des différents chats qui sont un peu partout, dont un qui va devenir son meilleur ami, qui s'appelle Barbe Bleue, qui est une sorte de petite brute. Il y a d'autres chats. Et surtout, il va découvrir qu'il y a des meurtres de chats qui se font. C'est la joie, c'est le bonheur. C'est la joie, le bonheur. Un film étonnamment violent pour un film allemand, puisqu'ils sont assez peu portés sur la violence dans leurs films d'habitude. Et par contre, truc très allemand, c'est qu'il y a une scène de sexe. Je crois que c'est la première scène de sexe félin que je vois au cinéma. T'as oublié Fritz the Cat? Fritz the Cat. Oui. Là, c'était interracial parce qu'il y avait aussi des lapins. Oui, c'est vrai. Il y a des lapins et des chats, des chiens. Rendez-vous à l'épisode d'avant sur les films coquinous. Les films coquinous. Donc là, c'est un film vraiment assez peu coquin, qui a une sacrée atmosphère, que j'avais découvert avec la revue Les OVNIs du cinéma de Gilus, donc sur YouTube. Donc moi ça me faisait de l'œil depuis un petit moment parce que des films d'animation justement adultes, moi c'est ce que je recherche parce que je préfère ça à un film concon et cucu et bébête. Voilà. Si concon c'est cucu c'est bébête et c'est débile, comme disaient les inconnus. Ouais, je savais qu'il y avait un autre film, c'était The Plague Dogs, qui est lui un film anglais qui aurait pu être intéressant. Mais je me disais que là c'était un peu trop hardcore, parce que là ça parle de chiens qui s'échappent d'un labo après avoir eu des expérimentations sur leur cerveau. Ah, encore pire. Oui, et je préférais donc éviter ça. Oui, sur nos amis les bêtes, on risque d'attirer Oui, un peu plus restons les plutôt enfants. sur un truc ami, Oui. et là c'est avec de beaux personnages, des belles choses, une bonne animation, et même si c'est parfois un petit peu confus sur tout ce qui se passe, on trouve des belles choses dans ce film, donc j'ai été agréablement surpris et j'ai bien apprécié l'expérience. Mais toi, Fabien, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je ne le connaissais pas non plus, donc petite Du tout, découverte. du tout Non, du tout. Vraiment ni de nom, ni de. Pourtant, les films d'animation, on est quand même pas mal. Mais là, c'est du dessin animé de toute façon. Mais non, moi j'avais. Après avoir le film, du coup, j'ai aimé la noirceur du film, effectivement. Donc, c'est pas aussi horrible que Mathieu pourrait l'annoncer, mais c'est vrai qu'il y a une certaine noirceur à ne pas montrer à des âmes sensibles ou à des jeunes âmes, envie de dire. Mais il y a un petit côté de Don Bluth en fait. Moi, je vous renvoyais un petit peu des relents de propos un peu comme dans Brisby, par exemple. Et là, c'est allemand, effectivement, on a toujours ce côté. Il faut une histoire de médecin dans l'histoire, c'est vrai que les médecins et les Allemands, il y a toujours eu un côté comme ça, et ils se regardent plutôt bien, l'animation est plutôt jolie, le personnage principal de Francis effectivement est très attachant. Oui. Et les seconds rôles aussi. Et les seconds rôles aussi, la VF pour l'avoir vu nous en VF, on a très grand nom. Voilà, on a Benoît Lemann, il y a Patrick Poivet dans le rôle principal. Voilà, donc la voix de Bruce Willis en français, vous savez. Patrice Borg. Tout ça. Donc on a une VF qui est plutôt bien soignée, ça il n'y a pas de souci. Mais un propos qui est effectivement plutôt acerbe, mais plutôt aussi d'actualité encore sur la maltraitance animale, sur les expériences qu'on peut faire sur les animaux, et en tout cas la folie des 214 approuverait, je pense.
La folie des expériences, la folie, et puis toujours le propos sur, encore un petit peu allemand malheureusement, mais sur une race pure. Oui, on est encore pas m'engueuler. Oui, on est encore dans ce côté-là, et non, c'est plutôt sympa, mais pas effectivement mettre sur toutes les têtes. Alors, c'est aussi le film d'animation le plus cher encore aujourd'hui, je crois, de l'Allemagne. Parce que ça a coûté 10 millions de Deutschmark de l'époque. Mais franchement, ça se voit parce que c'est pas un film qui a été rushé. Il y a des moments. Alors, je crois pas avoir vu d'autres films du réalisateur, mais on voit qu'il y a une maîtrise parce que dans l'animation et le choix des cadrages et tout ça, qui fait que ce n'est pas un film fait au rabais ou à la va-vite. Donc là aussi, un truc, franchement, on ne s'en plaindrait pas. Et on est sur une sorte d'enquête policière en fait, ce qui est pas souvent vu en fait en termes de films de dessins animés. Et là aussi, par contre, c'est tiré d'un bouquin aussi. Oui, c'est vrai. J'avais vu. Donc non, c'est plutôt cool. Moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Alors c'est un peu brouillon par moment sur les choix de cadre. Des fois, on se perd un petit peu dans les courses-poursuites, notamment. Je trouve des fois, on se perd un petit peu dans la suivi des plans. Et même si ça reste adulte, je trouve quand même le scénario par moment est pas toujours très clair. Moi, des fois, je me suis dit, attends, lui machin, lui c'est le chat, puis ils n'ont pas forcément les mêmes noms. Et puis il s'appelait comme ça avant. Alors du coup, des fois, c'est pas toujours très clair, mais ça n'empêche pas que le film reste plutôt bon et sympa à découvrir. Ah oui, donc plutôt positif. Plutôt positif. Je crois qu'on va passer du côté oui. Pas obscur, mais lumineux de rouge. Et de nos invités du jour, parce qu'ils sont plusieurs. Et oui, on met les peu dans les grands pour ce début de saison. Mon Dieu. Et là, c'est parti, comme c'est 3 saisons, 3, 2, 1, c'est parti. L'invité du jour. Et nous revoilà dans cette dernière partie de ce premier épisode de la saison 3, et on commence la saison 3 fort, puisque nous avons aujourd'hui 2 invités. Oui. Et pas des moindres. Et pas des moindres, puisque nous recevons Mathias Averti et Déborah Hurtemat. Voilà. Ça, j'ai dit bien. Oh, j'ai dit bien. Du premier coup. Ça va. Parce qu'ils vont nous parler, en tout cas, on va vous parler ce soir de la web-série. Est-ce que c'est une web-série nantaise, vous le dites Oui, on l'assume complètement. Très bien. Donc la web-série nantaise, du coup, attention, Mad Marks, du coup, la web-série. Et on a, du coup, je vous ai dit, Mathias et Déborah qui sont avec nous. Donc Mathias, tu es réalisateur, du coup, de cette web-série. Tu as notamment été journaliste pour le magazine Première, donc je te lis, moi, depuis pas mal d'années maintenant. Oui, c'est possible, oui. Et tu as été aussi, du coup, monteur vidéo, entre autres. Et Déborah, toi, tu es donc la comédienne principale de cette web-série. Et tu es aussi chanteuse, metteur en scène et artiste de la comédie musicale, c'est un peu plus ton univers, on va dire, la comédie musicale à la base. Tout à fait. C'est ça. N'hésitez pas à parler dans le micro, donc on va vous le voler. Voilà, on n'a qu'un micro pour deux. C'est pour vous... Oui. Il faut apprendre le partage et la solidarité. Et tu as... Mad Marks l'aurait voulu. Et tu as notamment cofondé la troupe Permanente, une compagnie nantaise qui propose une pratique amateur de la comédie musicale à l'anglo-saxonne. Exactement. Alors, juste en détail, c'est quoi, pourquoi à l'anglo-saxonne? Quelle est la différence peut-être avec d'autres? Eh bien, en fait, il y a plusieurs façons de faire de la comédie musicale. Puis il y avoir de la comédie musicale à la française, de tout ce qu'on connaît, Le Roi Soleil, etc. Alors non, ça c'est des films musicaux, c'est encore différent. Comédie musicale, c'est spectacle vivant. D'accord. Donc on peut faire ça comme des grosses productions françaises. Et puis en fait, chez les Américains et chez les Anglais, on a une tradition vachement plus technique pour faire ça, qui s'inspire surtout de l'opéra en fait dans un premier temps. D'accord. Et c'est en gros vachement plus cool. Très bien. Donc avec plus d'effets spéciaux en fait, plus de mise en scène spectaculaire. Dans l'idée, en fait il y a une véritable composition d'un livret en fait, ce qui n'est pas vrai dans les comédies musicales françaises où on a une série de chansons qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Là on a une identité culturelle. Ah bah dis donc. Très bien. Et si vous êtes là avec nous ce soir, c'est surtout pour parler de cette web série effectivement, donc Mad Marks. Mathieu, je te laisse lire ce beau pitch qui doit venir. Oh, c'est gentil. Alors, vais-je réussir à le dire correctement? Web série Mad Marks. Isolé de longues années dans une prison expérimentale, Roman, donc joué par Déborah, découvre à sa sortie que le monde n'est plus qu'un vaste et dangereux champ de ruines. À la recherche de sa sœur, elle fait la connaissance d'un vieil excentrique nommé Marks le Fou, qui veut faire d'elle la glorieuse instigatrice d'une révolution fantasque. Pas facile à dire. Voilà. Très bien. Bon, voilà, vous verrez tout le long de l'émission du coup des extraits de cette web-série qui compte du coup pour l'instant à 4 épisodes. Tout à fait, oui. Un prologue, on va dire, qui est Ouais. l'épisode 0, et puis les 3 premiers épisodes.
voilà, qui correspond au premier grand arc narratif de la série. Très bien, donc disponible sur YouTube depuis septembre dernier, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, Exactement. on vous mettra les liens dans la description, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à chercher. Et un gros cliffhanger aussi en fin de première saison. C'est vrai Oh oui. Forcément. 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 Très bien, puis on va vous questionner du coup sur cette web-série, nous en parler un petit peu plus et en profondeur. Et je vais commencer par vous demander, donc toi Mathias, donc tu es réalisateur comme je le disais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine du projet? Et ensuite Déborah, tu me diras qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet et les attentes que tu pouvais avoir, en tout cas quel premier pas tu as fait peut-être dans la web-série avec Mad Max. Alors l'origine du projet, c'est un très très long projet, ça a pris 3 ans en tout. En fait, on s'est réunis avec toute notre bande d'amis. On avait tous soit des envies de faire du jeu de rôle en grandeur nature, la plupart étaient rôlistes. On était tous des gros geeks fans autant du Seigneur des Anneaux que de groupes de black metal obscurs, que de toute l'histoire de l'anarchisme à travers le XXe siècle, qu'on a toujours trouvé relativement oublié dans les livres d'histoire classiques. Qui pourtant raconte de très belles choses sur l'humanité, sur la politique, sur le social, sur le féminisme, le véganisme aussi avant l'heure. Voilà, et du coup, on voulait mélanger tout ce qu'on aimait au sein du même univers de science-fiction, de post-apo, parce que ça nous parlait bien. On vit tous un peu comme des clodos, tous ensemble. Voilà, on s'habille dans des égouts. Sauf aujourd'hui, en fait. Sauf aujourd'hui, ça va. Je me suis lavé, gentil. mais en ce moment, je suis dans un placard. Alors, D'accord. voilà. Syndrome Harry Potter. À chaque fois, on traumatise Déborah dès qu'elle vient chez nous. Voilà, syndrome Harry Potter, oui, exactement. Mon placard est un peu plus haut de plafond. Bon, J'espère qu'il n'y a pas trop de Dudley autour de toi. Quelques-uns. Donc il a mis 3 ans à se construire, donc j'imagine de la pré-production jusqu'à la sortie là, du coup en automne dernier. Exactement. Alors la pré-production, c'était vraiment n'importe quoi. Ça allait beaucoup trop vite. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous mis à écrire une partie du scénario, tous ensemble. Donc combien de scénaristes Une dizaine. D'accord. Une dizaine, plus ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés, ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord. Voilà, on voulait faire en sorte que le projet soit le plus participatif possible, par rapport, justement, pour rendre hommage au Marx du titre. Et voilà, en fait, ça nous a permis de tous apprendre comment écrire un scénario, mais sur le tas, personne n'avait ouvert de bouquin là-dessus. Voilà. Ça rappelle aussi un petit peu la fin du film Le Redoutable de Michel Hazanavicius, avec cette façon participative de faire un film. Exactement, oui. Quand j'ai vu le film Le Redoutable, j'ai explosé de rire à la dernière scène, parce que c'est exactement ça, avec les mêmes états d'âme un peu absurdes qu'on se pose. Oui, mais est-ce que c'est pas de droite de prendre une décision? Où est-ce qu'on en est? Non, c'est exactement ce qui se passait, quoi. Très bien. Voilà, sauf qu'on est habillé un peu plus en noir et un peu moins avec des sarouels et tout ce genre de choses bizarres. J'imagine bien, saison numéro 2 contre les SJW. Attention. Exactement. Et toi Déborah, du coup, comment t'es arrivé dans le projet? Qu'est-ce qui t'a plu et quelles ont été peut-être les attentes que t'as pu avoir? T'en ressors comment de ce projet? Comment c'est arrivé et comment t'en ressors? Eh bien, c'est arrivé par hasard. Mais complètement par hasard, tatata. Ouais. C'est donc pas une structure dialectique qui t'a amené sur ce projet? Eh bien, pointant, mon ami. Oh C'est là là. plutôt un ami dialectique, du coup. C'est plutôt ça. Dialecticien. J'étais dans la même formation en fait, de comédiens et de comédiennes que Henri, qui joue le deuxième personnage principal de Mad Max. Oui. Marx le fou. Bah oui, justement. Justement lui. Et un jour, il me fait ouais, machin, j'ai des copains qui font une web série, je sais pas quoi. Ils font un casting, ils ont besoin de figurants, viens. Voilà. Ok. Déjà, l'ordre bolchevique. Donc déjà, t'es rien. Bon, je me suis dit, j'avais rien à faire, ce qui est assez rare à ce moment-là. Et du coup, j'y suis allée et je suis arrivée dans une espèce d'appart avec plein de gens. Un peu étrange. Ils faisaient passer des castings, machin. Je passe le truc. Bon, super. Et puis on me dit, bon, écoute, finalement, on n'a plus de rôle principal. Tu veux bien être le rôle principal? Et du coup, en fait, ils ont transformé l'intégralité du script qui était écrit à la base pour un homme. D'accord. Et hop, ils ont tout réécrit, roule ma poule, et je me suis retrouvée embarquée dans un machin, ni une ni deux, saute à pieds joints, et puis
et puis va dans un environnement noir et voilà. Et t'avais déjà tourné dans des projets filmiques avant ou t'as fait que du spectacle vivant? Très très peu. Moi j'ai fait essentiellement du spectacle vivant. C'était ma première grosse expérience en gros audiovisuelo-cinématographico truc. Mais au moins tu marches dans les traces de Sigourney Weaver qui elle aussi son premier grand rôle c'était Alien. C'était un rôle au départ écrit pour un homme et ça l'a propulsé. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Il y a peut-être un alien dans la saison 2. Non. Moi je dirais plutôt qu'il pourrait y avoir de la brume et des gorilles dedans. Oh Bien joué Mathieu, bien joué. Il est en forme pour cette rentrée. Cinéphilie, nous voilà. Très bien, donc du coup, oui, donc c'est beaucoup bousculé pour toi. Donc les attentes, tu les as pas eu le temps de les avoir parce que tu as dû suivre le train en marche. C'est ça, aucune attente, boum, vas-y, ok, génial. Et le tournage s'est passé sur combien de temps du coup? 3 ans. Non, pas 3 ans. Je dirais quand même 2 ans et demi. En fait, on a tourné les épisodes 6 et 7 d'abord, qui ne sont pas du tout au montage, et qui ne sortiront jamais. On les veut. Mais si. Voilà, dans lequel, je spoil parce qu'on les verra jamais à l'écran et ça sera quelque chose d'assez inédit comme ça pour vous. Vous le savez. Alors il n'y avait pas d'alien. Pas loin. Mais en gros, Déborah trouvait un compagnon de voyage et passait 2 semaines chez des espèces de paysans qui se nourrissaient exclusivement de sédum, qui était une sorte de drogue psychédélique. Et c'était un mélange de, je sais pas, de... Mais c'est pas un colco, ça? Bah, un peu, mais ils en avaient pas conscience. Donc finalement, il y a toute une dialectique autour du chant, de la drogue et tout. Non, et du coup, on a tourné tout ça. On s'est enfermé dans un moulin en Vendée, chez les parents d'un ami qui avait ça, qui nous servait avant de lieu de soirée, de débauche extrême, et qui est devenu une sorte d'endroit studieux où l'alcool était quasiment interdit pendant ces 2 semaines de tournage. On a tourné ces épisodes 6 et 7 qui ne sont pas dans les séries et ne le seront jamais, mais qui nous ont appris un peu plus à savoir se servir d'une caméra. Oui, ça vous a permis de faire une maquette, ou en tout cas de maqueter un petit peu le projet. C'est un entraînement. Exactement, ouais, c'était un entraînement. Faut dire cool. ça. Oui. Comment avez-vous réuni les fonds et le matériel nécessaires, surtout en province? Parce que oui, nous ne sommes pas chez ces petites élites parisiennes ou germanopratines, quoi, nous, hein? Quand même. Alors, alors ça a été assez simple. On a tous mis 50 €. On était une quinzaine ou une vingtaine vraiment à lancer le projet. Et puis, on est parti sur ça. Moi, j'avais un 600D donc, de Canon, le petit appareil photo réflexe, plutôt premier prix. On s'en est servi. J'avais 2 objectifs différents. 3 mandarines. Donc les mandarines, ce n'est pas la nourriture de la régie. Voilà, exactement. Des petits projecteurs. 3 projecteurs. Et puis un zoom standard avec un micro russe. Alors, Octave. Le zoom aussi, c'est pas un zoom optique, c'est un petit appareil pour enregistrer le son. Voilà, tout à fait. Et on s'est lancé avec ça. Et vraiment, on savait juste qu'il fallait 3 projecteurs pour faire un éclairage 3 points. On savait pas ce que c'était, mais en tout cas, on avait les projecteurs. Et donc, en fait, le tout, ça nous revenait à 1 000 € de matériel à peu près, mais qu'on avait plus ou moins accumulé au fil des années. Donc on n'a pas eu à investir là-dessus directement. Donc en fait, tout ce qu'on avait comme argent, on l'a dépensé dans les costumes, les décors et un peu de route. Voilà. Les SFX un peu aussi, du coup les SFX ont été faits bénévolement par Fernand, du coup, justement, qui est un excellent génie, on va dire. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'il est vraiment très fort. Et c'est un mec super sympa aussi. Exactement. Et voilà. Je ressors avec des images en tête parce que avec le matériel que vous avez, vous êtes plutôt bien démerdé. Largement. Il y a des images et même les effets spéciaux qui sont simples à utiliser, mais sont vraiment cohérents et marchent bien. Et surtout, ils sont utilisés à bon escient. Ouais, donc, ils sont bien amenés. Vraiment. Exactement, on voulait vraiment faire quelque chose qui soit plus expressionniste et un peu stylisé plutôt que rechercher le réalisme là-dessus. C'est vraiment jouer sur des ombres ou vraiment de la 2D un peu plus améliorée que de la grosse 3D ultra réaliste. Donc le choix du noir et blanc alors peut-être. Exactement. Tout ça c'était un moyen de cacher aussi notre manque de moyens et surtout de se concentrer pour faire un beau plan ou un beau cadrage ou une belle lumière. Voilà, ça, au lieu de... Pourtant, c'est une école reconnue que le réalisme socialiste. Oui, c'est sûr, mais on n'a jamais regardé de réalisme socialiste. Alors, c'est un problème. Non, très peu. Il y en a des très bons. Soyons réalistes, passe à la 3e question. Oui, bon, allez, d'accord. Bon, puisque là, on parle de travail,
prolétariat et tout ça. Donc l'univers de la web-série se professionnalise. On voit justement les petites web-séries qui d'autrefois qui maintenant commencent à avoir de bons moyens, de bons effets, on profite de bons outils. Donc vous, comment est-ce que vous situez votre série justement dans ce côté professionnel ou semi-professionnel, cette démocratisation de la web-série? À la base, en fait, moi en tout cas, je viens plus du cinéma d'auteur et du cinéma de genre. Mon cinéaste préféré, c'est Tarkovsky. Jodorowsky est pas loin derrière. Donc ça sent dans beaucoup de plans. On a complètement pompé la scène du rêve de Stalker pour le rêve que fait Roman sur Louise qui dort avec le gardien. Ça va, au moins ça reste un soviétique. Mais voilà, exactement. Donc oui, en fait, on avait beau être amateur, on s'est dit on va filmer un peu comme les réalisateurs qu'on aime. Et c'est ce qui a donné le côté un peu film d'auteur à la série, qu'on revendique en fait. Parce que c'était aussi une manière de faire avec des moyens très, très limités. En fait. On a préféré... Une série d'auteur. Exactement, c'est ça. On préférait s'orienter vers du cinéma un peu barré, un peu conceptuel ou un peu rigide que du cinéma très pro et très lisse. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus intéressant et ça ressemble plus au film que j'aime en tout cas. Voilà, sachant que je regarde aussi beaucoup de films d'horreur principalement, quoi, donc Dario Argento et tout ça. Et toi, Déborah, qu'est-ce que tu en penses de cette question de la professionnalisation de la web-série? Alors, c'est une bonne question, mon cher. Oui, je pose des bonnes questions. Très bien aussi. J'en pense que du coup, c'est une mission de qualité. Dans professionnellement, moi, il y a aussi toute la partie budgétaire liée aux rémunérations, liée à la qualité, alors non pas du matériel du coup technique, mais voilà, avoir des bons produits de maquillage, voilà, ce genre de choses-là. Bonne logistique aussi. Bonne logistique, voilà. Là-dessus, je trouve effectivement que, en tout cas sur l'expérience que j'ai eue de Mad Max, on a progressé. Après, j'ai pas forcément d'éléments de comparaison avec d'autres web-séries, à part certains copains et certaines copines. Non, on sent que vous avez placé le détail quand même à tous les niveaux. Et c'est pas forcément toujours évident, puisque on a l'image, le son, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la direction, on va dire, artistique derrière, en passant du comédien jusqu'au maquilleur, quoi, par exemple. Exactement, et on a voulu faire une série qui était à notre image, c'est-à-dire limitée dans les moyens, très limitée. Et même dans les connaissances techniques, on savait faire très très peu de choses. Il n'y avait que les ingé-sons et le chef éclairagiste qui avait fait des vraies études là-dedans. Donc c'est-à-dire, ces moyens limités, mais par contre, on avait toute cette connaissance de l'underground qui nous a permis en fait de mettre du détail partout et des détails plutôt réalistes parce que c'est des lieux où on va tout le temps. Tu pensais au concert de hardcore, c'est exactement tout ce qu'on a pu remettre en scène à l'identique parce qu'on a vécu forcément ces concerts de hardcore plein de circle pit, de pogo, de machins. Gaspard Noé a vécu ce qu'il a filmé lui. Je pense pour une bonne partie. Oui, en même temps, ça veut dire qu'il n'a pas vécu grand-chose. Hein. Merci Mathieu. Il a aimé le film, ça se voit. Non. Bon, du coup, Mad Max, la première fois que j'en ai entendu parler, on pense forcément à Karl Marx, on parle forcément à Mad Max, donc c'est plutôt original. Je crois que c'était voulu. Je crois que c'était la fin de ma question, Mathieu. C'était plutôt original. Du coup, j'ai envie de dire pourquoi et quels sont les enjeux que vous voulez exprimer déjà par rapport à ce titre aussi et par rapport à ce qu'on peut voir dans cette première saison. Alors l'enjeu principal de Mad Max qui moi m'a un peu motivé pendant ces 3 ans, c'était de réconcilier la pensée anarchiste et communiste libertaire à l'underground actuel, qui se désolidarise énormément en fait de cet héritage un peu libertaire. En se revendiquant d'un certain apolitisme. Le problème, c'est que cet apolitisme, il mène forcément à la droite dure, la droite de Macron ou l'extrême droite, qui sont des choses qui, moi, me parlent assez peu, et qui sont dommages parce qu'en fait, c'est le vent, en fait, extrêmement créatif des années 70, il vient des courants libertaires, il vient de cet esprit libre, de cet esprit libertaire, et c'est pour ça que quasiment tous les films des années 70 sont encore des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Et en fait, l'esprit libertaire est juste inhérent à la culture underground, aux cultures alternatives, et il faut refaire jaillir ça en fait. Le propos n'a pas encore d'actualité en fait, sous différentes formes peut-être, mais effectivement, quand j'ai vu votre série, ça m'a fait réviser un petit peu le concept de Marx, quoi, mais c'est vrai que c'est encore percutant en fait encore aujourd'hui, et que ça n'a pas beaucoup évolué. Bah oui, et puis voilà, on voit ce qui se passe aujourd'hui actuellement, même avec les gilets jaunes et tout ça.
le fait qu'on voit un boxeur commencer à agresser un flic ou à défendre une vieille dame qui était à terre. Également, oui. Précisons. Toutes ces, enfin moi je suis du côté du boxeur, hein, c'est pas le problème. Bah pareil, c'est ça. J'essaie d'être objectif, mais en fait quand on voit le nombre de personnes qui ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes alors que 2 semaines avant ou 2 mois avant, c'était des personnes non politisées ou qui n'espéraient pas grand-chose de la politique actuelle, on se rend compte à quel point l'urgence en fait de remettre la chose politique au milieu du débat et de reprendre nos vies en main est extrêmement importante en fait. Oui. Voilà, donc il y avait un enjeu quand même aussi de position politique, inconsciemment forcément. Exactement. Quand on parle de Karl Marx. Parce que personnellement, on était tous démotivés tout le temps en fin de manif à boire des coups en se disant que la révolution serait pas pour ce soir. Puis c'est là qu'on a commencé à lancer Mad Max parce qu'on n'avait pas d'assez gros bras pour faire les Black Blocs. C'est une autre façon de s'exprimer. Voilà, et c'est une autre manière de faire on va dire du terrorisme culturel. L'ancienne expression, voilà. Mais en gros, y apporter ce qu'on savait faire, en tout cas ce qu'on voulait faire, et voilà, ça nous a aidé un peu à combattre la grisaille que peuvent donner en fait les idéaux politiques, voilà, et à en refaire quelque chose de positif et de beau dans nos vies, quoi. Très bien. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait voir ou comprendre de Karl Marx à l'écran. Et en fait, on a juste mélangé les 3 grands sages qu'on connaissait le plus, c'est-à-dire Gandalf, le professeur Xavier et Dumbledore. Et pour nous, c'est même pas du tout mélange. Voilà, exactement. On a remis un peu de marxisme dessus et on a vu que ça collait bien parce qu'au final, la culture populaire aussi marche beaucoup sur ça. Et on se rend compte que, tout autant que le vent libertaire fait avancer le monde et fait avancer l'histoire, en fait, il y a une sorte de sagesse. Je sais pas, chez les personnes âgées au cinéma qu'on trouve un peu c'est ce que disait comment s'appelle Orwell avec la Common Decency. Donc enfin bref, Staline ne passera pas. Et il passera tellement pas que les comédiennes novices dans tout ce qui concerne ces histoires de marxisme libertaire, etc., ont beaucoup appris en jouant dans cette web-série. C'est bien. Pédago-ludique, pendant qu'on tourne, c'est incroyable. C'est excellent. Tu nous as beaucoup appris sur les thèses féministes et tout ça. Voilà, donc ça a été un échange aussi. C'était un bon moyen de mettre aussi nos idéaux à l'épreuve en fait et de voir ce qui était possible, ce qui l'était moins et de vivre avec en fait, et de voir jusqu'où on pouvait aller, quoi. Donc là, c'est un petit peu la société sans école de Ivan Illich. Il faut un échange pour apprendre plutôt qu'une transmission de maître à élève. C'est une façon de voir aussi. Bon, une dernière petite question, puisque forcément, saison 1 et web-série veut dire toujours une continuité dans un sens. Et tu viens de nous teaser aussi qu'il y avait un épisode 6 et un épisode 7 qui était prévu. Donc, est-ce qu'il y a une saison 2 on veut, s'il te plaît. Oui. Alors, toi, t'en penses quoi, Déborah? Est-ce que tu re-signes pour une saison 2? C'est pas comme Game of Thrones où on parle de. Il faut prévoir le princesse, planning très à l'avance. Voilà. Mais 3 ans. 3 ans. Très booké, très booké. C'est le plan triennal. Je dis ça parce que j'ai lu le générique jusqu'à la fin du dernier épisode. Moi, je l'ai déjà jusqu'à la fin. Moi, je suis très bien. Ça. Donc, du coup, je vois qu'il y a un appel quand même à la révolte, à l'avenir de la série. J'imagine qu'il le cliffhanger fait que forcément, on a envie de voir quand même. Il n'y a pas une finalité encore en soi dans la saison 1. Exactement. Bien sûr, on sait comment la série peut finir, mais après, le problème, c'est que maintenant qu'on sait comment fonctionne un peu mieux le cinéma, on a toutes les raisons du monde d'avoir peur. Parce qu'on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait la première saison. On savait juste qu'il fallait en finir, sinon on allait en crever. Mais, enfin, moi en tout cas. Mais maintenant que j'ai conscience de tout ce qui est compliqué et de tout ce qui est dur à gérer, ça me fait un peu plus flipper. D'accord. Et en même temps, c'est extrêmement motivant parce que j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein d'envies aussi pour écrire ça, filmer ça et tout. Et ce sera, je pense, 10 fois mieux que cette première saison, je pense. Il y a tout. Donc c'est un oui. Il y a vraiment plein de. C'est un oui plus qu'un non. Oui. C'est un oui, mais ça va prendre du temps. Bon, très bien. Très bien. Peut-être d'autres projets pour toi aussi, Déborah, en parallèle de Mad Max sur la scène. Carrément. Ouais. Beaucoup de musique, beaucoup de chants, des comédies musicales, un spectacle vers la mi-juin. Alors ça s'appelle De part et d'autre et ce sera à la Salvas par la troupe permanente.
Donc il y a déjà ça. Je fais partie d'un collectif de théâtre musical improvisé aussi, donc beaucoup de musique, beaucoup de chants. Moi, je suis pas tant noir et blanc que ça, plutôt couleur et paillettes, c'est l'idée. Et peut-être Mad Max en comédie musicale. Alors, c'est une idée, c'est-à-dire que j'avais l'idée, c'est une bonne idée, effectivement, de réaliser on mettra des lunettes 3D, partie, mais pour que ce soit en noir et blanc. J'ai un concept, franchement. Un film spectacle avec des lunettes où tu vois en noir et blanc. Ne nous donne pas de mauvaises idées. il s'emballe. Mais oui, tu avais prévu d'écrire une comédie musicale pour l'épisode 7, justement. Voilà, un peu psychédélique avec des prolétaires qui tapent sur des tambours pour faire le rythme. Voilà. Une chambre en ville on peut faire de Jacques Demy. à un moment, une petite fille qui passe avec un gilet jaune. Exactement. Et on voit la couleur. Exactement, mais c'est l'idée de cette deuxième attention, saison. parce qu'elle finit pas bien, la petite Oui, non, fille. personne ne l'a, tout le monde n'a pas vu encore ce film. Dans Mad Max non plus, elle finira mal. Non, mais c'est vrai qu'on a l'idée dans cette deuxième saison d'explorer aussi beaucoup de genres de cinéma différents aussi, qu'on a très, très brièvement aperçu dans la saison 1 aussi. Avoir un post-apo un peu plus sombre encore, un peu plus de percée dans le cinéma gore ou le cinéma d'horreur, et puis dans la comédie musicale aussi, tant qu'à faire. D'accord. Ouais, ça va vraiment être des extrêmes là. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On mettra tous les liens dans la description pour aller voir la série, voir les projets futurs qui peuvent arriver. Et un lien vers Permanente aussi. Exactement. Et puis voilà, donc j'espère que la suite de Mad Max arrivera. En tout cas, on a hâte de voir la suite, en tous les cas. Le rituel. Le rituel, Mathieu. Avec ce beau chapeau prêté par quelqu'un, parce que vous l'avez encore oublié. Oui, je sais. Le beau chapeau, on va te le coller à la fin. C'est notre opium à nous. Nous avons du peuple aussi, mais nous avons notre religion. Donc là, on va vous faire piocher comme d'habitude, si vous savez. Suivez le dogme. La gimmick de l'émission. Le thème du mois prochain, donc le mois de février. On va bien mélanger. Une main innocente. Donc ça va, c'est des thèmes apolitiques. Hop. Quoique. Non, je plie, Mathieu. Oui, mais mais non. Non. Tu laisses. Voulais qu'ils piochent celui-là. Ils piochent ceux qu'ils veulent, mais tu les laisses Je tranquilles. mélange. Voilà, le chapeau made in Et China. ça dure. Hein. Non, je rigole. Allez, ça pioche. Déborah. On va parler de... Western. Ouais, on va parler de western. C'est toi qui voulais que ce soit ça qui sorte. Ça vienne. Mais en plus, je l'ai rajouté le mois dernier, ce thème. Donc, c'est un thème qu'on n'a pas encore parlé. Et un de nos derniers thèmes larges, on va dire, du cinéma. Oui, c'est vrai. On a presque tout fait, comédie, drame, thriller, film d'horreur. Et western, ça arrive le mois prochain. Les films coquinous. Ça ne l'est plus. Donc, on vous parlera de western le mois prochain. Je pense qu'on sortira les guns pour l'occasion. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment encore. On est très content de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle saison, donc encore 12 mois avec vous. Et voilà, on vous dit à bientôt Mathias, à bientôt Déborah. À tout vite. Et à puis, bientôt. Et puis Mathieu, encore une fois, c'est encore la gimmick, le mot de la fin. Attention, c'est original. Moi j'ai dit pantoufle. À bientôt sur Studio TV. Il l'avait déjà fait ça, là, c'est pas grave. Non, je l'avais pas fait. Allez, 3, 2, 1, bye. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.